Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des bases photo vidéo. Alors, la dernière fois, nous avons parlé de la vitesse d'obturation ainsi que de la sensibilité ISO, et aujourd'hui nous allons parler du diaphragme, l'ouverture du diaphragme. Alors, dans votre objectif, il y a ce qu'on appelle des lamelles, qui forment, quand elles sont fermées, un cercle parfait ou quasi parfait suivant le nombre de lamelles. Voilà, bon, c'est une question de géométrie. Souvent, on a 11 lamelles pour faire un cercle qui est rond, qui paraît rond en tout cas. Et donc, ce cercle et ces lamelles, à quoi vont-elles servir? Elles vont permettre de fermer votre diaphragme. Donc c'est ça le diaphragme. La règle, c'est celle-ci, plus elles sont fermées, moins de lumière rentre, ce qui paraît tout à fait logique. Nous allons parler de profondeur de champ. Et pour ne pas vous tromper, je vais vous donner une petite astuce. Au lieu de dire profondeur de champ, quand vous entendez profondeur de champ, pensez zone de netteté. Ça peut vous aider au début, même si après vous prendrez l'habitude. Et donc, ce qu'on appelle une faible profondeur de champ, c'est une faible zone de netteté, une petite zone de netteté. Et donc au contraire, évidemment, une grosse profondeur de champ sera une zone de netteté plus grande. Et donc, aussi, plus la profondeur de champ est faible, plus il y aura de flou, en dehors de la zone de netteté. Voilà. Vous pouvez le comprendre comme ça, c'est amplement suffisant de le comprendre comme ça. C'est même la façon la plus simple de la communiquer, ou même de la comprendre soi-même. Et donc, cette ouverture, elle est exprimée en F suivi d'un chiffre. Donc on peut partir, admettons, d'une ouverture de type 1, F1, jusqu'à, la plupart du temps, F22. Hein, ce qui signifie que les lamelles sont vraiment refermées. Et donc très peu de lumière rentre dans l'objectif. Ce qui peut paraître un petit peu contre-intuitif, c'est que plus le chiffre est bas, plus les lamelles sont ouvertes. Donc un F1 rentre énormément de lumière, par rapport à un F22 qui rentre très peu de lumière. Si vous avez un appareil photo, enfin vous en doutez, vous l'avez sûrement déjà essayé, à F22, il y a vraiment très peu de lumière qui rentre dans l'objectif. Et donc là est le problème de l'exposition, toujours. On revient sur un souci d'exposition. S'il y a trop de flou dans votre image, si votre zone de netteté est trop petite, il faut réussir. Alors en photo, c'est pas forcément un problème, hein. Après c'est plus artistique. Un problème de profondeur de champ en photo, on peut le régler, on a beaucoup plus de facilité à faire la mise au point. Puis après il y a l'autofocus évidemment, hein. Vous en doutez, mais si vous n'en avez pas, c'est quand même plus simple en photo qu'en vidéo. Et donc, le problème vient en vidéo. En vidéo, si la profondeur de champ est très petite, et que votre sujet bouge, comment vous faites? Hein, s'il faut suivre, si le mouvement de votre main sur la bague ou de votre follow focus, il doit être fluide, et comment on fait lorsque la zone de netteté est, admettons, de quelques centimètres? Et donc, comme je le disais, dans le triangle d'exposition, le diaphragme est une part plus, disons, artistique. Pratique aussi, évidemment, mais aussi exprime la volonté de la personne qui fait la vidéo de montrer ou non l'extérieur du sujet. Voilà. Si je prends un personnage qui va être dans une faible profondeur de champ, il va être plus ressenti comme isolé. Alors que si je le mets dans une grande profondeur de champ, il va peut-être paraître plus épanoui. Après, cela dépend évidemment de l'œuvre, tout dépend. Voilà. C'est vraiment au choix du réalisateur, de la sensibilité de l'œuvre. Voilà, donc là c'est un choix purement personnel. En termes pratiques, si vous tournez de nuit, il sera préférable de tourner avec des grandes ouvertures, donc des petits chiffres, F1, F2, F3, 5, ce qui commence à être limite. Et là vous pourrez commencer à récupérer assez de lumière sans avoir peur de perdre au niveau de la sensibilité ISO, donc avoir du grain, trop de bruit dans l'image, ou par exemple de devoir baisser trop la vitesse d'obturation, ce qui va donner un aspect très saccadé si vous baissez trop. Je vous mets un exemple ci-dessous au niveau de la taille et de la profondeur de champ de mon objectif. C'est un 50 mm f1.1, et donc vous allez voir que à f1.1, la profondeur de champ est vraiment réduite par rapport, je suis allé jusqu'à f16, en passant par f1.8 et f4 ainsi que f5.6. Donc là vous voyez tout de suite la différence évidemment, et donc vous comprenez à quel point ça peut être compliqué de réussir à faire une mise au point là-dessus. Aussi le problème des grandes ouvertures, c'est que lorsqu'on arrive dans, donc, comme je le dis, une ouverture très grande, F1, F1.2, F1.4, on risque d'avoir des problèmes optiques, on risque d'avoir des aberrations chromatiques qui vont arriver,
puisque là, la lumière qui rentre va être couverte par plus de verre, et souvent les bords du verre, et souvent l'endroit où c'est problématique, c'est l'endroit où il peut y avoir les déformations, c'est l'endroit où il peut y avoir les aberrations chromatiques. Les aberrations chromatiques, ce sont souvent dans des zones de fort contraste, admettons un ciel et un bâtiment. Sur le bord du bâtiment, on verra une sorte de filtre un petit peu violet. Ça dépend des objectifs, il est plus ou moins fort, voilà, selon le traitement du verre, selon la qualité de l'objectif. Évidemment, ça se paye. Mais c'est pas forcément toujours très dérangeant. Dans des objectifs d'exception, comme par exemple la série, on peut regarder les séries L, là, on cherche à ne voir aucune aberration. Alors, je n'ai pas regardé s'il y en avait, mais on cherche, c'est le moment, dans ces gammes-là, on cherche à ne plus du tout en avoir. Quand on baisse de prix, eh bien on fait moins attention. Alors déjà, on fait moins attention, et puis surtout, une série L, c'est là pour faire des photos, souvent d'exception. Après, l'appareil photo et l'optique ne fait pas le photographe, bien évidemment, mais quand on veut faire une photo extrêmement précise, bah là, évidemment, il faut une optique d'exception. Après, pourquoi pas, on peut essayer de faire la même photo avec une optique moins chère. C'est un petit peu le cœur de l'objectif, sa forme, sa façon d'être faite, ses défauts, des défauts qui peuvent être tournés en qualité. Vous permettre de faire la photo, eh bien, ne dépensez peut-être pas 2000, 3000 euros dans une série L. Je sais que je suis allé au salon de la photo 2019, donc l'année dernière, évidemment, cette année ça a été annulé. Et donc à ce moment-là, au stand de chez Panasonic, il y avait un 50 mm f1.8. Alors je l'ai pris en main, je l'ai essayé, je fais oui, effectivement, bah, il est très bien. Je l'ai testé, autofocus, très bien, ça marchait bien. Bon, j'ai pas eu beaucoup de temps pour l'essayer, mais pour voir, je voyais parfaitement qu'il n'y avait pas de problème d'aberration, ou que c'était très net, voilà, le piqué était très bon. Et après, je suis rentré chez moi et je me suis demandé un petit peu combien ça coûtait. Je me suis dit un 50 mm f1.8. Même chez Panasonic, je me serais dit 5, 600, 700 euros. Pas du tout, ça coûtait plus de 2000 euros. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il y a effectivement des constructeurs qui font des optiques d'exception, mais à des prix d'exception aussi. On parlera sûrement dans une autre vidéo aussi un petit peu de Carl Zeiss, qui font aussi des optiques exceptionnelles, mais à des prix tout aussi exceptionnels que leurs optiques, même si c'est un très bon constructeur, évidemment. Si vous pouvez vous acheter du Carl Zeiss, achetez-vous du Carl Zeiss. À votre bon plaisir. Oui, enfin, évidemment, bon, ce n'est pas forcément très important, puisque pour avoir ces problèmes-là, il faut arriver à une ouverture de 16 ou 22, voire plus. C'est quoi ce problème? C'est le phénomène de diffraction. Ce problème va vous donner une perte de piqué sur l'image, ce sera le principal inconvénient. Et là, donc, là, il y a le problème évidemment d'avoir une perte de piqué, et va rendre l'image, voilà, va la rendre, ça ne va pas être très artistique, ça va être vraiment un problème physique qu'on ne va pas pouvoir régler, sauf sur certaines optiques qui arrivent à limiter les dégâts. Et il faut savoir que plus votre capteur est petit, plus le phénomène de diffraction va se voir. Alors, la diffraction, c'est du coup, puisque le diaphragme est très fermé, la lumière rentre et elle rentre dans un petit, dans une toute petite surface, en fait, elle arrive dans un tout petit trou et elle doit aller sur le capteur, elle doit faire ça en fait sur le capteur. Phénomène de diffraction. Je ne m'étends pas spécialement là-dessus parce que c'est un phénomène qui, de ce que j'ai pu voir, n'était pas très présent, n'était pas forcément très important. N'était pas très apparent sur internet. J'ai vu beaucoup de photos, beaucoup de vidéos sur des gens qui parlaient d'appareils photo, tout ça. On entend assez peu parler en fait compte du f22, f16, parce qu'il y a tellement peu de lumière, à part pour photographier éventuellement le soleil, si ça vous dit, il y a peu de chances de le faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était la dernière sur le triangle d'exposition. Et donc comme je le disais dans la dernière vidéo, la prochaine fois, nous reviendrons sur les fichiers RAW, en parlant évidemment de Fujifilm, puisque Fujifilm a des RAW un petit peu particuliers, mais je ne m'étends pas plus, nous verrons ça la prochaine fois en parlant de matrice. Teasing, teasing, incroyable. Et bien je vous dis à la prochaine fois, j'ai été très content de faire cette vidéo, évidemment. J'apprécie de parler d'appareils photo. Bonne soirée.